Dès l'année suivante, en 1971, le désir me prend de redescendre dans ma vallée secrète. Cette fois, mon compagnon sera un ami de banlieue, Yves. Pendant des années, nous avons exploré de concert les plaisirs malsains que procurent les diverses substances capables d'altérer l'état de la conscience. Notre escapade aura donc pour prétexte l'étude sur le terrain des plantes hallucinogènes de notre flore. Nous voici sur la piste de la jusquiame, du datura et du pavot somnifère, les plantes des sorciers. La jusquiame et le datura, cousines de la pomme de terre et de la tomate, hantent les décombres. La première aligne sur une tige droite comme un I, ses feuilles molles découpées en larges dents de scie, couvertes de poils laineux un peu collants. Large tube à 5 lobes arrondis, échancré en bas, d'une couleur jaunâtre avec un réseau de veines violacées et une gorge sombre, ces fleurs ajoutent à son aspect inquiétant. Les botanistes qualifient son odeur ambiguë de vireuse. Je dirais délicatement nauséabonde. Ces puissants alcaloïdes ont permis à des hommes et à des femmes prêts à affronter les forces de la nature de partir à la découverte d'autres mondes. Dans notre civilisation judéo-chrétienne, les garants de la morale ne voyaient là qu'œuvre du démon. La datura, grande plante aux larges feuilles et aux immenses fleurs en trompettes blanches et du même acabit, c'est une proche parente de la belladone des bois calcaires dont les baies noires et molles ont provoqué l'empoisonnement des imprudents qui les avaient crues comestibles. Le membre le plus célèbre du quatuor magique de la famille hautement vénéneuse des solanacées est sans doute la mandragore. On dit que la racine de cette plante mythique revêt l'aspect d'un humanoïde, preuve de ses pouvoirs. La tradition veut qu'on l'arrache en l'attachant au collier d'un chien dont la traction l'extirpe du sol. La plante pousse alors un cri barbare, capable de tuer tout humain qui l'entendrait. Le chien aussi peut-être. Mais la mandragore se cantonne à l'extrême sud de l'Europe et à l'Afrique du Nord. Nous n'avons aucune chance de la trouver en France. En revanche, il arrive que le pavot somnifère s'échappe des cultures et se ressème ça et là. Nous ouvrons donc les yeux à la recherche d'une plante haute, glauque, à l'ample feuillage embrassant. Elle ne doit pas être bien difficile à identifier, avec sa grosse fleur blanche ou rosée marquée de violet foncé à la base, érigée au sommet de sa tige unique. Mais je ne suis pas alors très féru en botanique, et il m'arrive de prendre pour du pavot de gentils coquelicots à la fleur pâle. Avec ceci, pas de risque. La plante entière est totalement dénuée de toxicité, et ses jeunes rosettes de feuilles forment même un excellent légume. Par contre, le latex au relent nauséeux du pavot somnifère, obtenu en incisant les capsules vertes, contient une multitude de dangereux alcaloïdes, dont la morphine, la codéine. Nous avons l'intention de fabriquer notre propre opium avec le sucre du pavot et des onguents hallucinogènes en faisant cuire longuement les feuilles de jusquiame ou de datura dans de l'axonge. C'est ainsi, d'après nos lectures, que procédaient les sorcières qui enduisaient de cette pommade psychotrope leur corps aux endroits où la peau est la plus fine, tempes, aisselles, haines, parties génitales, afin que les principes actifs pénètrent dans leur organisme et, modifiant leur état de conscience, leur permettent d'aller au sabbat. Au bout du compte, notre quête s'avérera décevante, soit que ces plantes soient rares, soit que nous ne sachions pas les reconnaître. Mais les découvertes qui m'attendent seront autrement plus importantes. Notre but est de retourner à Blieux par le chemin des écoliers. Celui-ci passe par Volonne, près de Sisteron, au bord de la Durance. C'est là que réside un oncle, âgé de plus de 80 ans, Marcel Adam, dont on ne parle jamais dans la famille, car il passe pour un excentrique. Ce qui constitue pour moi un bon point de départ. Volonne est un village ancien aux ruelles étroites, dominé par les ruines du Tour de Guet, où l'on allumait jadis un feu pour prévenir de l'avancée des Sarrasins dans la vallée de la Durance. Marcel réside dans une antique maison de pierre tout en hauteur. Je soulève la main de bronze servant de heurtoir et frappe les 3 coups qui signalent un membre de la famille. Un petit homme vient nous ouvrir. Malgré ma taille modeste, je le dépasse d'une demi-tête. Il est très mince mais pas maigre. Sa chemisette laisse voir des bras musclés. Son crâne aux cheveux ras est coiffé d'un béret, sous lequel dépassent 2 larges oreilles. Le sourire accueillant qui se dessine sur son visage ne fait qu'estomper l'effet de son regard pénétrant presque dur. Le regard de qui sait jauger les hommes et qui ne s'en laisse pas compter. Marcel nous fait pénétrer dans la cuisine, une pièce exiguë qui sert également de salle à manger. Au rez-de-chaussée, le soleil ne pénètre jamais, et il a fallu, en ce jour de juillet, allumer du feu dans le poêle pour chasser le froid et l'humidité. Sa femme, Marie-Hélène, est assise et brode, les jambes enfouies dans une couverture.
Hémiplégique, elle ne peut se lever à notre approche. Je fais les présentations et Marcel attaque. Je vous ai préparé à manger, mais il n'y a pas de viande au menu. Vous savez, je ne suis pas un mangeur de cadavres. La viande est extrêmement néfaste pour la santé. Elle est pleine de toxines qui nuisent à l'organisme. Cela fait 40 ans que je n'en mange plus et regardez, je suis en pleine forme. Je commence à comprendre pourquoi Marcel a été mis au banc de la famille. Chez nous, la viande a toujours été immodérément valorisée. Un repas sans viande n'est concevable que le vendredi où, par pénitence, le poisson prend sa place. Nous en mangeons habituellement 2 fois par jour. À midi, il est usuel de commencer par une assiette de charcuterie, pour continuer par un beefsteak, une entrecôte ou un ragoût. Légumes, fromages et fruits ne sont que compléments. Combien de fois ai-je entendu ma mère me dire « Laisse tes légumes si tu veux, mais au moins finis ta viande ». Le petit déjeuner comporte généralement 1 ou 2 croque-monsieur que remplacent les jours d'examen, un bon beefsteak saignant, source de force et gage de réussite. C'est que mon grand-père est médecin et connaît évidemment ce qui est bon pour la santé. C'est loin d'être l'avis de Marcel. C'est la médecine qui tue le monde. Regardez tous ces pauvres gens. À 60 ans, bourrés de médicaments, ils ne cessent de se plaindre de leurs problèmes, du dos, du ventre, du cœur, de tout leur corps qui les fait souffrir le martyre. Ils sont perclus d'arthrose et de rhumatisme, deviennent incontinents. Plus on les soigne, plus ils se dégradent. Tous ces produits chimiques dont on les assomme ont de graves effets secondaires. J'ai 20 ans de plus qu'eux, et pourtant, ce sont eux qui sont vieux. Personnellement, je crois qu'une bonne alimentation est la meilleure garantie de santé. Une alimentation végétarienne, de l'exercice, des plantes pour se soigner et des pensées saines, tel est le credo de Marseille. Je l'écoute bouche bée. Jamais je n'ai entendu quiconque tenir semblable discours. Après le repas, mon oncle aide sa femme à gravir l'étroit escalier en colimaçon qui mène à la chambre à coucher, puis il redescend et nous parle de lui. Marcel est lorrain, des Vosges. Au cours de la dernière guerre, il s'est rallié à Pétain sous les ordres de qui il avait servi au cours du conflit précédent. Cela lui a valu, à la Libération, 2 balles dans la peau, 2 années en prison et la confiscation de tous ses biens. À 60 ans, il se retrouve seul et sans rien. Un autre que lui aurait peut-être baissé les bras. Marcel, lui, suit les cours de l'école de berger de Rambouillet et part s'occuper d'un troupeau de moutons dans les solitudes sans fin des Alpes de Haute-Provence. Puis il descend dans la vallée, obtient l'emploi de garde champêtre et se marie grâce aux petites annonces du chasseur français. Maintenant, il vit de sa modeste retraite. Voici près de 40 ans, Marcel a rencontré le docteur Paul Carton, auteur de nombreux livres sur le végétarisme, la santé naturelle et une vision spirituelle de la vie. Ce dernier réussit à le guérir grâce à une alimentation sans viande d'un grave problème pulmonaire que la médecine officielle se déclarait impuissante à résoudre. Marcel est convaincu et transforme radicalement son mode de vie. Depuis, il n'a qu'à s'en louer. Il tient cependant à garder l'esprit ouvert et organise 1 fois par an une fête à laquelle il convie ses amis non végétariens et pour laquelle il confectionne lui-même une spécialité de son pays, un succulent pâté lorrain farci de porc et de veau.